L'enveloppe est arrivée un mardi pluvieux d'avril, avec le logo doré de Westfield Estate, brillant sous la lumière de mon bureau. À l'intérieur, une facture de 100 000 $ pour le refinancement de la maison de mes parents, avec ma signature en tant que garant principal. Une signature que je n'avais jamais donnée. Merci de nous aider à rénover la maison, mon fils. Les intérêts étaient impossibles à payer, mais grâce à ton nom, nous avons obtenu un excellent taux. Le premier versement est dû le 15. La note manuscrite de ma mère était collée dans les documents, écrite avec le même stylo doré qu'elle utilisait pour signer les cartes de Noël. Des cartes de Noël que je n'avais d'ailleurs pas reçues l'année dernière. Je m'appelle Oliver Kane et, à 32 ans, je viens de découvrir que ma famille me considère comme un compte bancaire ambulant. Ce qui rend cela encore plus révoltant, c'est que j'ai découvert cette facture exactement 3 jours après avoir vu sur les réseaux sociaux que j'étais le seul membre de la famille Kane à ne pas être invité au déjeuner de Pâques. Alors que je travaillais dans mon appartement de Manhattan, à organiser les rapports financiers de mes clients, ma sœur Jessica publiait des photos de la tradition familiale sur Instagram. 23 personnes autour de la table en acajou de mes parents. Grand-mère Elena avec son chapeau à fleurs. Mon cousin James avec sa femme enceinte. Mon oncle Robert racontant ses mauvaises blagues. Tout le monde, sauf moi. La légende disait, la famille, c'est tout. Joyeuse Pâques avec ceux qui comptent vraiment. J'ai immédiatement appelé ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie, avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à me manipuler. Oliver, mon chéri. Comment vas-tu? J'espère que tu ne travailles pas trop pendant ces vacances. Maman, pourquoi je n'ai pas été invité pour Pâques? Silence. Puis un soupir théâtral. Oh, mon chéri, c'était vraiment à la dernière minute. Jessica a tout organisé et elle a dit que tu étais trop occupé par ton travail. Tu sais comment elle stresse quand elle se sent sous pression à cause de de ton succès. Jessica stressée par ma réussite. La même Jessica qui, à 29 ans, vivait encore chez ses parents et changeait de passion professionnelle tous les 6 mois. D'abord, c'était la photographie artistique. Ensuite, le coaching de vie. Actuellement, elle vendait des cristaux énergétiques en ligne. Je serais venu si j'avais été invité, répondis-je en contrôlant ma voix. Eh bien, tu le sais pour l'année prochaine. Au fait, chérie, as-tu reçu les papiers pour la maison? Ton père a pensé qu'il serait plus facile de mettre ton nom en garantie, compte tenu de ta situation financière stable. Et voilà. Pas même une excuse pour m'avoir exclu. Juste une transition en douceur vers la prochaine faveur financière qu'ils attendaient de moi. J'ai grandi dans le comté de Westchester, dans une maison coloniale de 6 chambres où l'amour était toujours assorti de conditions. Mon père, Richard Kane, avait bâti sa fortune dans l'immobilier, tandis que ma mère, Diana, se consacrait à maintenir notre réputation sociale irréprochable. Jessica était la princesse blonde et charismatique. J'étais le fils responsable qui facilitait les caprices de tout le monde. Tout au long de mon adolescence, j'ai payé mes cours de programmation et d'économie. Jessica prenait des cours d'équitation et de comédie musicale. À 18 ans, j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier à l'université de New York. Jessica a reçu une voiture décapotable et la promesse que l'argent ne serait pas un problème lorsqu'elle choisirait une université. Elle a abandonné 3 universités différentes. Aujourd'hui, je suis conseiller financier dans ma propre entreprise, spécialisée dans la planification patrimoniale pour les familles à haut revenu. J'ai un appartement à Tribeca, un portefeuille d'investissement solide et aucune dette. Jessica vit dans sa chambre d'adolescente et facture 50 $ pour des lectures énergétiques par vidéoconférence. Mais devinez qui a toujours besoin d'une aide temporaire? Au cours des 5 dernières années, j'ai payé 2 fois la carte de crédit de Jessica. J'ai couvert le déficit budgétaire du mariage de ma cousine Catherine. J'ai financé les urgences médicales de mon oncle Robert qui, curieusement, coïncidait toujours avec les saisons de football américain à Las Vegas. Chaque faveur était accompagnée d'un sentiment de culpabilité familiale et de promesses de gratitude éternelle. Chaque fois que j'hésitais, ma mère me rappelait à quel point j'avais de la chance d'avoir une situation financière stable et que la famille devait se soutenir mutuellement. Se soutenir mutuellement. Comme si c'était à double sens. Alors que j'examinais les documents frauduleux, un souvenir précis m'est revenu. 6 mois plus tôt, j'avais organisé un dîner d'anniversaire pour mon père. J'avais réservé une table dans son restaurant préféré, invité toute la famille et payé l'addition de 3 200 $. Jessica était arrivée avec 2 heures de retard, avait passé toute la soirée au téléphone et était partie avant le dessert parce qu'elle avait un rendez-vous imprévu qui s'était avéré être un rendez-vous Tinder. Mon père a passé toute la soirée à louer son esprit d'entreprise. Maintenant,
En regardant la facture qui pourrait vider mon compte d'urgence pour les 10 prochaines années, une chose est devenue claire. Ils ne me considéraient pas comme leur fils ou leur frère. J'étais le coffre-fort familial. Une ressource pratique à laquelle on pouvait avoir recours en cas de besoin, mais dont on pouvait se passer dans les moments qui comptaient vraiment. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les coffres-forts ont des serrures. Et certaines serrures, une fois verrouillées, ne s'ouvrent plus jamais. Si vous suivez cette histoire et avez déjà vécu quelque chose de similaire avec votre famille, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la dynamique de la famille Kane. Et ce n'est pas Jessica qui a gagné cette fois-ci. L'appel à ma mère a duré exactement 17 minutes. 17 minutes de manipulation émotionnelle si raffinée qu'elle pourrait être étudiée dans des cours de psychologie. Oliver, mon chéri, tu exagères. Ton père a juste mis son nom en garantie parce que la banque l'exige. Tu n'auras rien à payer. Ce n'est qu'une formalité. Une formalité. Comme si 60 versements de 1 600 $ étaient des détails insignifiants. Maman, vous avez falsifié ma signature. C'est un délit. Falsifier est un mot très fort, mon chéri. Jessica a dit que tu avais accepté par téléphone. Nous avons du mal à comprendre. Jessica. Toujours Jessica au centre de chaque mensonge familial. Ma sœur avait un talent particulier pour réécrire la réalité. À 29 ans, elle avait réussi à transformer chacun de ses échecs personnels en une responsabilité qui m'incombait. Quand elle avait abandonné ses études de journalisme, c'était parce que Oliver me faisait passer pour une idiote avec ses notes parfaites. Quand elle avait perdu 3 emplois consécutifs, c'était parce que le marché du travail favorisait les gens comme mon frère. Même sa dernière crise financière était de ma faute. Elle avait dépensé 8 000 $ dans une retraite spirituelle à Tulum, financée par la carte de crédit que j'avais remboursée 6 mois auparavant. Lorsque j'ai remis en question sa responsabilité financière, ma mère m'a appelé en pleurant. Jessica est déprimée. Oliver. Elle a besoin de trouver un but dans la vie. Tu ne comprends pas parce que tu as toujours réussi. Réussi. Comme si mon appartement, mon entreprise et ma stabilité financière étaient des cadeaux tombés du ciel, et non le résultat de 15 années à travailler 70 heures par semaine. Mon père, Richard Kane, avait une approche différente de la manipulation. Là où ma mère utilisait les larmes et la culpabilité, il appliquait une logique commerciale tordue et une intimidation subtile. Oliver, la famille est un investissement. Tu investis en nous, nous investissons en toi. Un jour, cette maison sera ton héritage. La maison de 2,5 millions de dollars qui était désormais hypothéquée à mon nom. Héritage, qui pourrait me ruiner financièrement pendant les 10 prochaines années. Le schéma était clair depuis longtemps. J'étais le fils qui avait réussi, donc mon devoir était de subvenir aux besoins de ceux qui cherchaient encore leur voie. Chacune de mes réussites professionnelles se transformait en nouvelle attente familiale. Chaque augmentation de salaire signifiait davantage de demandes des aides temporaires. Il y a 3 ans, j'ai remboursé la dette de carte de crédit de Jessica, 12 400 $ de achats chez Nordstrom et de voyage pour Instagram. Il y a 2 ans, j'ai couvert les frais médicaux imprévus de ma mère, 15 000 $ de procédures esthétiques qu'elle ne voulait pas que mon père sache. L'année dernière, c'était l'opportunité d'investissement unique de mon père, 22 000 $ pour une participation dans une entreprise qui a fait faillite en 8 mois. À chaque fois, la même promesse, c'est un prêt, bien sûr. On te remboursera dès que la situation s'améliorera. La situation ne s'améliorait jamais. Mes prêts devenaient des cadeaux involontaires. Mes tentatives pour récupérer mon argent prouvaient que j'étais matérialiste et que je ne comprenais pas les valeurs familiales. Mais l'hypothèque, c'était différent. 60 mensualités de 1 600 $, ce n'était pas une faveur ponctuelle. C'était un engagement qui allait épuiser mes économies, retarder mes projets d'achat d'un appartement plus grand et me transformer en responsable officiel de la maison où je n'étais même pas le bienvenu à Pâques. Je dois y réfléchir, ai-je dit à ma mère en raccrochant. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, mon chéri. La première mensualité est due le 15. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable. 20 minutes de recherche ont confirmé mes craintes. J'étais légalement responsable du prêt. Ma signature falsifiée sur les documents était suffisamment convaincante pour avoir passé le contrôle de la banque. Techniquement, je pouvais contester pour fraude, mais cela aurait nécessité de poursuivre mes propres parents. Ce qu'ils savaient évidemment que je ne ferais jamais. À 18h30, mon téléphone a sonné. Jessica. Salut, mon frère. Maman m'a dit que tu étais un peu stressé à propos de l'affaire de la maison. Écoute, je sais que ça semble beaucoup d'argent, mais pense-y. Tu investis dans le patrimoine familial. Son aisance était impressionnante.
Comme s'il n'y avait rien de mal à falsifier ma signature pour un prêt de 100 000 $. Jessica, vous avez commis une fraude. Oh, Oliver, fraude, c'est exagéré. Papa a juste mis ton nom parce que tu as le meilleur score de crédit de la famille. C'est une stratégie financière. Une stratégie financière. Comme si j'étais un outil commercial et non un être humain capable de prendre ses propres décisions. En plus, a-t-elle poursuivi, tu peux déduire les intérêts de tes impôts. C'est presque comme si tu gagnais de l'argent en nous aidant. Cette logique tordue aurait rendu n'importe qui étourdi. Dans la version de Jessica, je devais être reconnaissant d'avoir été inclus dans une fraude qui profitait exclusivement à mes parents. Et autre chose, a-t-elle ajouté, avec le ton désinvolte qu'elle utilisait pour lâcher des bombes émotionnelles, j'espère que tu ne m'en voudras pas, mais j'ai en quelque sorte dit à tout le monde à Pâques que tu allais t'aider à rénover la maison. Tout le monde a été très impressionné par ta générosité. Ma générosité. Une générosité dont je ne me savais pas capable. Quelle rénovation! Oh, mon frère, maman ne t'a pas dit? Ils vont rénover toute la cuisine. Du marbre de Carrare, des appareils électroménagers Viking, un îlot central géant. Ça va être incroyable. Et grâce à toi, bien sûr. 70 000 $ de rénovation de cuisine. Financé à mon nom, pour une maison où je n'étais pas le bienvenu lors des fêtes de famille. La conversation s'est terminée par Jessica m'invitant à voir les plans de rénovation le week-end suivant. Comme si ma présence était nécessaire pour approuver la façon dont mon propre argent allait être dépensé. Ce soir-là, j'ai minutieusement revu ma situation financière. J'avais 300 000 $ investis, 80 000 $ en compte courant et en épargne, sans compter mon appartement entièrement payé, estimé à 1,2 million de $. Sur le papier, je pouvais absorber ce prêt frauduleux sans compromettre mon niveau de vie. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de précédent. Si je payais cette hypothèque sans broncher, quelle serait la prochaine faveur familiale? Un prêt pour que Jessica ouvre sa boutique de cristaux? Une deuxième hypothèque pour que mes parents achètent la maison de vacances dans les Hamptons qu'ils ont toujours convoité? Un investissement dans la dernière idée commerciale de mon père? Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai sérieusement envisagé de couper les ponts avec ma famille. Pas temporairement, comme je l'avais fait à plusieurs reprises lors de disputes, mais définitivement. Cette idée m'effrayait et me libérait à la fois. J'étais en train d'analyser cette possibilité lorsque mon téléphone a vibré pour signaler une notification Instagram. Jessica avait posté une photo de la maison de mes parents avec la légende « La rénovation de nos rêves commence bientôt ». Quand on a un frère incroyable qui soutient les projets familiaux. #béni #famille dièse rêve en réalisation. La photo avait reçu 43 likes et plusieurs commentaires louant ma générosité et mon amour fraternel. J'étais publiquement crédité d'un don que je n'avais pas fait, pour une rénovation que je n'avais pas approuvée, dans une maison où je n'étais pas le bienvenu. En lisant les commentaires admiratifs de ma générosité familiale, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Si mes parents voulaient jouer à ce jeu en utilisant mon nom et ma réputation comme monnaie d'échange, il était peut-être temps qu'ils découvrent que certaines pièces ont deux faces. Et la face qu'ils étaient sur le point de découvrir serait très différente de celle à laquelle ils s'attendaient. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais accès à des informations sur leurs finances qui rendraient cette situation beaucoup plus intéressante. Des informations qui, utilisées stratégiquement, pourraient complètement transformer les rapports de force au sein de cette famille. Le vendredi suivant, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur les finances de mes parents. En tant que conseiller financier, j'avais accès à des bases de données dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Des informations sur l'historique de crédit, les mouvements suspects, les habitudes d'endettement. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. Au cours des 18 derniers mois, mes parents avaient contracté 7 prêts différents en utilisant mon nom comme référence. Pas comme garant, pas encore, mais comme contact d'urgence et garantie morale de paiement. Chaque demande mentionnait ma stabilité financière comme justification pour l'approbation. Un prêt personnel de 25 000 $ pour des frais médicaux urgents. Un financement de 15 000 $ pour du matériel professionnel. Une ligne de crédit renouvelable de 30 000 $ pour des opportunités d'investissement. 70 000 $ de dettes dont j'ignorais complètement l'existence, toutes garanties par ma réputation financière. Mais le pire était encore à venir. En creusant davantage, j'ai découvert que Jessica avait ouvert 3 cartes de crédit professionnel pour son cabinet de conseil en bien-être spirituel. Sur chaque demande, elle avait indiqué Kane Financial Consulting, mon entreprise, comme partenaire commercial, suggérant que mon entreprise établie garantirait ses paiements. Elle utilisait mon entreprise comme alibi pour obtenir un crédit qu'elle n'aurait jamais pu obtenir seule. La limite combinée des 3 cartes était de 42 000 $.
Tout était dans le rouge. J'ai appelé mon comptable, Andrew Morrison, qui gérait mes finances personnelles et professionnelles depuis 8 ans. « Oliver, je dois te dire quelque chose », m'a-t-il dit dès que j'ai abordé le sujet. J'ai reçu plusieurs appels ces derniers mois. Des personnes se présentant comme des investisseurs intéressés par Kane Financial, qui voulaient vérifier notre santé financière. Quel genre de questions? Des questions très précises. Chiffre d'affaires annuel, nombre de clients, réserve d'urgence. Le genre d'informations dont quelqu'un aurait besoin pour utiliser notre entreprise comme garantie dans quelque chose. Andrew était clairement mal à l'aise. J'ai trouvé ça bizarre, mais comme tu n'avais jamais parlé de chercher des investisseurs, je n'ai donné aucune information confidentielle. J'ai juste confirmé que l'entreprise était opérationnelle et en bonne santé. Tu as reconnu un nom? L'un d'eux s'est présenté comme Richard Kane. Il a dit qu'il envisageait un investissement familial. Mon père. Il vérifiait la santé financière de mon entreprise pour l'utiliser comme garantie dans d'autres stratagèmes frauduleux. Ce soir-là, j'ai appelé ma cousine Emma, la fille de tante Patricia. Nous étions proches pendant notre enfance, mais nous avions perdu contact lorsqu'elle avait déménagé à Boston 5 ans auparavant. « Oliver, quelle surprise !» s'écria-t-elle, sincèrement ravie. « Comment vas-tu? J'ai appris que tu n'étais pas venu pour Pâques. »« Emma, j'ai besoin de te demander quelque chose. Tante Patricia a-t-elle mentionné que vous aviez eu des problèmes financiers avec mon père il y a quelques années ?» Silence. Puis un soupir lourd. « Mon père a perdu 28 000 $ dans un investissement garanti que ton père lui avait proposé. Des actions d'une entreprise de biotechnologie qui était censée révolutionner les traitements contre le cancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise n'a jamais existé. Ce n'était que de la paperasse bien ficelée. Quand mon père a essayé de récupérer son argent, oncle Richard a dit que les investissements comportaient toujours des risques et que la documentation était claire à ce sujet. Techniquement, ce n'était pas une fraude, juste une opportunité qui n'avait pas marché. » Emma a continué, l'amertume évidente dans sa voix. « Mes parents étaient tellement honteux qu'ils n'en ont jamais parlé à personne dans la famille. Ils pensaient qu'ils auraient l'air idiots d'être tombés dans le piège. Je n'ai découvert la vérité que lorsque papa a eu sa crise cardiaque et que j'ai dû m'occuper de ses finances. Pourquoi tante Patricia ne m'en a-t-elle jamais parlé? Parce qu'elle savait que tu finirais par le découvrir par toi-même. Et parce qu'elle espérait que tu serais différent de tes parents. Différent. Comme s'il y avait une chance que je ne découvre pas que toute ma famille était une organisation criminelle déguisée en dynastie respectable. » Après avoir raccroché avec Emma, j'ai passé des heures à rechercher des précédents juridiques en matière de fraude familiale. Ce que j'ai appris était à la fois encourageant et terrifiant. Oui, je pouvais poursuivre mes parents pour fraude documentaire. Oui, je pouvais contester tous les prêts pour lesquels mon nom avait été utilisé sans autorisation. Oui, je pouvais exiger que Jessica retire ma société comme référence dans ses demandes frauduleuses. Mais j'ai également appris que les affaires de fraude familiale étaient extrêmement complexes. Les procureurs hésitaient à engager des poursuites, car les jurys avaient souvent de la sympathie pour les querelles familiales. Les banques préféraient les négociations à l'amiable pour éviter toute publicité négative. Et ma famille le savait. Ils pariaient que je n'aurais jamais le courage de les exposer publiquement. Que ma réputation professionnelle était trop importante pour être mise en péril par un scandale familial. Que je préférerais payer en silence plutôt que de voir les Kane faire la une des journaux. Pendant 29 ans, ce pari avait fonctionné. Mais alors que j'examinais des piles de documents frauduleux éparpillés sur le bureau de mon bureau à domicile, un changement fondamental s'est opéré en moi. Ce n'était pas un moment dramatique de colère ou de détermination vengeresse. C'était plus subtil. Comme le fait de reconnaître que vous n'avez plus besoin de quelque chose que vous avez toujours considéré comme essentiel. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur amour conditionnel qui avait un prix. Je n'avais pas besoin de prétendre que nous formions une famille fonctionnelle pour protéger une réputation qui était déjà utilisée contre moi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais véritablement libre. Le lundi matin, j'ai pris 3 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, j'ai engagé un avocat spécialisé dans les crimes financiers. Non pas pour menacer mes parents, mais pour documenter méthodiquement chaque cas de fraude. Deuxièmement, j'ai engagé un détective privé pour retracer toutes les transactions financières suspectes impliquant le nom Kane au cours des 5 dernières années. Troisièmement, j'ai ouvert un compte bancaire complètement séparé et j'ai commencé à transférer mes actifs vers des institutions auxquelles ma famille n'aurait jamais accès ni aucune influence. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais passé 8 ans à me forger une réputation irréprochable dans le monde de la finance. Les clients me confiaient des millions parce qu'ils savaient que j'agissais avec une intégrité absolue. Cette réputation n'était pas seulement ma protection.
C'était mon arme. Pendant qu'ils continuaient à utiliser mon nom pour leur magouille, je constituais discrètement un dossier qui prouverait non seulement leur fraude actuelle, mais aussi un comportement criminel qui s'étendait sur plusieurs décennies. Et quand le moment serait venu de présenter ce dossier, ce ne serait pas devant des tribunaux hésitants à poursuivre des familles. Ce serait devant des organismes fédéraux de réglementation qui prenaient la fraude financière très au sérieux. Ce qu'ils ne savaient pas non plus, c'est que certains de mes clients les plus importants occupaient des postes stratégiques dans le système bancaire fédéral. Des personnes qui seraient sincèrement offensées d'apprendre que l'intégrité d'un collègue respecté était exploitée par des criminels familiaux. Le mercredi de cette semaine-là, Jessica m'a appelé en urgence. Sa voix était étrange, moins confiante que d'habitude. « Oliver, quelque chose d'étrange s'est produit ici. Quelqu'un de la banque pose des questions sur les cartes de crédit de l'entreprise. Leur as-tu dit quelque chose ? Quel genre de questions ? Ai-je demandé en gardant un ton neutre. Sur le partenariat entre mon cabinet de conseil et votre entreprise. Ils veulent des documents officiels attestant de notre association. Bien sûr qu'ils le voulaient. Parce qu'il n'y avait pas d'association. Il n'y avait que Jessica qui utilisait mon nom pour obtenir un crédit frauduleux. Je n'ai parlé à aucune banque, ai-je répondu honnêtement. Mais s'ils enquêtent, c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé des incohérences. Le silence à l'autre bout du fil dura 15 secondes. Oliver, tu ne ferais rien qui puisse nuire à la famille, n'est-ce pas ? Comme nous dénoncer aux banques ou quelque chose comme ça. Cette question révélait qu'elle comprenait enfin la gravité de la situation. Et que pour la première fois, elle se demandait si je continuerais à être le fils obéissant qui encaissait en silence tous les coûts financiers. Jessica, dis-je calmement, tu as utilisé mon entreprise comme garantie pour obtenir 42 000 $ de crédit. C'est un crime fédéral. Mais c'est la famille. Les familles s'entraident. Les familles s'entraident. Les criminels s'exploitent mutuellement. Je raccrochai avant qu'elle puisse répondre. 2 heures plus tard, mon père m'a appelé. Sa voix avait le ton contrôlé qu'il utilisait lorsqu'il était vraiment inquiet. « Oliver, nous devons parler. En personne. Ce soir. » « À propos de quoi ? » ?»« Tu sais très bien de quoi il s'agit. » Oui, je le savais. Ils avaient enfin compris que leur fils obéissant avait grandi et appris à rugir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire de transformation et que vous avez hâte de voir comment tout cela va se dérouler, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car la confrontation qui a eu lieu ce soir-là a changé à jamais l'équilibre des pouvoirs dans la famille Kane. Et elle a révélé exactement combien de pouvoir j'avais accumulé pendant qu'ils pensaient que je ne faisais que payer les factures. La rencontre avec mon père eut lieu dans son bureau, un espace intimidant avec du bois sombre et des trophées de golf qui m'avait toujours donné l'impression d'être un employé en train de se faire réprimander. Cette fois-ci, le sentiment était différent. « Oliver, assieds-toi », dit-il en désignant la chaise en cuir en face de son bureau. « Nous devons régler cette confusion au sujet de la maison. » Une confusion. Comme 600 000 $ de fraude était un simple malentendu administratif. Il n'y a pas de confusion, papa. Vous avez falsifié ma signature. Il s'est calé dans son fauteuil, entrelaçant ses doigts avec la patience condescendante qu'il réservait pour expliquer des concepts complexes à des esprits simples. Oliver, la famille, c'est une affaire. Un investissement mutuel. Tu investis en nous, nous investissons en toi. Cette maison sera un jour ton héritage. Un héritage hypothéqué à mon nom, que je vais payer pendant les 10 prochaines années. Ce sont des détails, dit-il d'un geste de la main. L'important, c'est que nous construisons un patrimoine familial. Jessica le comprend. Pourquoi pas toi ? Jessica. Toujours le modèle parfait de la complaisance familiale. Au cours des 3 jours suivants, j'ai mis en œuvre la première phase de mon plan. J'ai engagé Rebecca Chen, une avocate spécialisée dans les crimes financiers que j'avais rencontrée par l'intermédiaire d'un client. Sa réputation pour démanteler des stratagèmes familiaux complexes était légendaire. J'ai déjà vu des cas similaires, m'a-t-elle dit lors de notre première consultation. Des familles qui utilisent un membre prospère comme garantie financière personnelle. Ce qui rend votre cas intéressant, ce sont les multiples prêts et la fraude d'entreprise. Je lui ai remis 3 dossiers méticuleusement organisés. La documentation de chaque prêt frauduleux, les relevés bancaires, les preuves que Jessica avait utilisé mon entreprise comme fausse garantie. Impressionnant, a murmuré Rebecca en feuilletant les documents. Vous avez tout documenté. Je travaille dans la finance depuis 8 ans. La documentation est une seconde nature pour moi. Le détective privé, Thomas Wright, a été encore plus direct. Votre famille fonctionne comme une petite organisation criminelle, a-t-il déclaré après avoir examiné le dossier. C'est un schéma classique,
Un membre productif soutient les activités illégales des autres. Cela fonctionne généralement parce que la victime a peur d'exposer sa famille. Je n'ai pas cette peur. Alors nous allons tout découvrir. Pendant que Thomas enquêtait, j'ai reçu un appel de Jessica. Sa voix avait perdu toute trace de douceur fraternelle. « Oliver, qu'est-ce que tu fais ? La banque pose des questions sur mes cartes. Des inconnus appellent nos proches. Quel genre de questions ? Sur mon entreprise. Sur toi. Sur notre famille. » Son irritation était palpable. « Tu ne peux pas simplement accepter que nous sommes une famille et que nous nous aidons mutuellement. L'entraide implique le consentement. Jessica, vous avez commis une fraude. » Fraude, c'est exagéré. Papa a juste facilité les choses parce qu'il savait que tu serais d'accord. Son raisonnement circulaire aurait été comique s'il n'avait pas été aussi révélateur. Dans l'esprit de Jessica, mon consentement était présumé, pas nécessaire. De plus, a-t-elle poursuivi, tu es égoïste. Nous avons une réputation familiale à préserver. Si tu fais scandale, tu nous mettras tous dans le pétrin. La réputation familiale. Le concept qu'ils utilisaient comme bouclier chaque fois que quelqu'un remettait en question leur éthique. 2 jours plus tard, Thomas m'a appelé avec des découvertes qui ont dépassé mes attentes les plus pessimistes. « Oliver, ta famille est impliquée dans des fraudes qui remontent à 15 ans. J'ai trouvé au moins 12 familles qui ont perdu de l'argent dans les investissements de ton père. Des sociétés fantômes, des mini-schémas de Ponzi, l'utilisation abusive d'informations confidentielles. Des preuves solides. Une documentation complète. Ton père est très méticuleux dans la tenue de ses registres, probablement pour se protéger juridiquement. Ironiquement, ces registres constituent désormais des preuves à charge. La découverte la plus choquante est arrivée vendredi. Thomas a trouvé un compte bancaire offshore aux îles Caïmans, ouvert à mon nom à mon insu il y a 2 ans. Ce compte a été utilisé pour blanchir l'argent provenant d'au moins 3 escroqueries, m'a-t-il expliqué. Si les autorités découvrent cela avant que vous ne le signaliez, vous pourriez être accusé de complicité. Ma famille ne se contentait pas de m'exploiter. Elle me préparait à servir de bouc émissaire pour ses activités criminelles. Ce soir-là, j'ai appelé Rebecca. J'ai besoin d'une protection immédiate. Nous avons trouvé des preuves que mon nom est utilisé dans des crimes fédéraux. Je vais entamer les démarches pour signaler l'usurpation d'identité dès demain matin, m'a-t-elle répondu. Et Oliver ? Ça va mal tourner. Sa famille va faire face à de graves accusations criminelles. Je comprends. Mais ils ont pris les devants avant que je puisse réagir. Le samedi matin, j'ai reçu un appel de ma banquière. « Monsieur Kane, nous avons détecté des transactions suspectes sur votre compte. Quelqu'un a tenté de transférer 75 000 $ hier soir. 75 000 $. Exactement le montant de mon compte d'urgence. Le transfert a été bloqué par notre système de sécurité, mais nous vous demandons de vous rendre à la banque immédiatement. » Alors que je me précipitais vers la banque, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Oliver, mon chéri, il y a eu un malentendu avec ton compte. Jessica a mentionné que tu avais accepté de l'aider à payer certains frais de rénovation. Ils avaient essayé de vider mon compte d'urgence. 75 000 $ que j'avais mis des années à économiser, presque effacés en une seule transaction nocturne non autorisée. Comment avez-vous eu accès à mon compte ? Eh bien, mon chéri, Jessica s'est souvenue de ton mot de passe. Tu avais utilisé la date d'anniversaire de grand-mère Elena, n'est-ce pas ? Tu as toujours été sentimental avec ces choses-là. Sentimental. Ils avaient utilisé mon lien émotionnel avec ma grand-mère décédée pour voler mes économies. C'est à ce moment-là que tout ce qui restait de ma loyauté familiale a complètement disparu. À la banque, j'ai découvert que la tentative de transfert avait été effectuée à partir de mon ancien ordinateur portable, celui que j'avais donné à mes parents l'année précédente. Ils avaient conservé l'accès à mes mots de passe enregistrés et avaient tenté d'utiliser ces informations pour commettre un vol à grande échelle. Nous allons traiter cela comme une tentative de fraude électronique, m'a dit le directeur. C'est un crime fédéral. Quand je suis sorti de la banque, mon téléphone explosait de messages. Jessica, mes parents, même des cousins éloignés, tous avec des versions légèrement différentes de la même histoire. J'étais ingrat, destructeur, égoïste. Jessica est allée plus loin en publiant sur Instagram une vieille photo de nous avec la légende. Quand les gens que vous aimez deviennent des étrangers #FamilyBétrayal, #ToxicPeople. 37 commentaires de parents et d'amis exprimant leur solidarité avec la pauvre Jessica et condamnant mon comportement inexplicable. Ils construisaient un récit public dans lequel j'étais le méchant, le fils ingrat qui avait abandonné sa famille dans le besoin. Mais les récits peuvent être réécrits.
Et j'avais suffisamment de preuves non seulement pour me défendre, mais aussi pour exposer 15 ans d'activité criminelle systématique. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et que vous espérez que justice soit faite, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne, car la contre-offensive que j'ai lancée lundi a complètement changé la donne. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je ne serai plus le fils obéissant qui encaissait en silence les coûts financiers. Je ne serai plus le bouc émissaire de leur fraude. Et je ne les laisserai certainement pas détruire ma réputation tout en protégeant la leur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un conseiller financier avec 8 ans d'expérience a accès à des ressources dont les familles criminelles amateurs n'ont même pas idée. Et lundi, je commencerai à les utiliser tous. Le lundi à 8 heures du matin, j'ai mis en œuvre la première phase de ma contre-offensive. J'ai appelé Sarah Morrison, directrice de la conformité de la banque, qui avait approuvé le prêt frauduleux pour la maison. Sarah, Oliver Kane. Je dois signaler plusieurs cas de fraude documentaire impliquant ma famille. 20 minutes plus tard, j'étais dans son bureau avec 3 dossiers bien organisés. Des documents hypothécaires falsifiés, des preuves des tentatives d'accès à mes comptes, des registres des prêts où mon nom avait été utilisé comme garantie non autorisée. « Mon Dieu, Oliver !» murmura-t-elle en feuilletant les documents. « C'est systématique. Depuis combien d'années ? Au moins 5 ans, je peux le prouver. Peut-être plus. Nous allons ouvrir une enquête approfondie. Le FBI sera informé en raison de l'utilisation frauduleuse d'informations financières à travers les frontières de l'État. Le FBI. Le mot qui allait transformer mes parents, manipulateurs familiaux, en criminels fédéraux. À 10 heures du matin, Thomas Wright m'a appelé pour me donner des nouvelles dévastatrices. Oliver, j'ai trouvé le lien avec le compte offshore. Ton père a utilisé ton nom et ton numéro de sécurité sociale pour ouvrir non pas un, mais 3 comptes. Au total, 240 000 $ de transactions suspectes. 240 000 $ blanchis en utilisant mon identité. Mon père ne se contentait pas de m'exploiter, il me préparait à être inculpé de crimes fédéraux dont j'ignorais tout. Ce n'est pas tout, a poursuivi Thomas. Jessica a enregistré une société de conseil en utilisant l'adresse fiscale de votre entreprise. Elle déclare des revenus inexistants et s'en sert pour justifier des prêts commerciaux. Combien de prêts ? 85 000 $ jusqu'à présent. Tout cela grâce à sa fausse association avec votre réputation. Ma famille avait bâti un empire frauduleux en utilisant mon nom comme fondation. Et quand tout s'écroulerait, je serais le premier à être enquêté. À 11h15, Rebecca Chen m'a appelé. Oliver, nous devons accélérer. La banque a signalé des activités suspectes aux autorités fédérales. Nous avons un délai de 48 heures avant que l'enquête officielle ne commence. Si vous ne vous présentez pas d'abord comme une victime, vous pourriez être considéré comme complice. Quelle est la prochaine étape ? Allons au FBI. Maintenant. Le bureau fédéral de Manhattan est exactement comme je l'avais imaginé. Efficace, intimidant et rempli de personnes qui prenaient les crimes financiers très au sérieux. L'agent spécial Maria Rodriguez a examiné mes documents avec la précision d'un chirurgien. Monsieur Kane, votre famille a mis en place un système de fraude d'identité très sophistiqué. Utilisation non autorisée d'informations personnelles pour obtenir des crédits, ouverture de comptes offshore pour blanchir de l'argent, création de sociétés fictives pour justifier des prêts. Elle s'est interrompue pour étudier mon visage. La question est de déterminer si vous êtes une victime ou un complice. Agent Rodriguez, j'ai apporté tous les documents qui prouvent que j'ai découvert ces fraudes cette semaine seulement. J'ai des enregistrements de mes tentatives pour bloquer l'accès non autorisé à mes comptes. Je comprends. Et j'apprécie votre coopération. Nous aurons besoin d'une déposition officielle et d'une autorisation pour enquêter de manière approfondie sur les finances de votre famille. Alors que je signais les documents autorisant l'enquête fédérale, mon téléphone a explosé. Jessica avait découvert que ses cartes de crédit professionnel avaient été bloquées. Oliver, qu'est-ce que tu as fait ? Mes cartes ont été annulées. La banque demande des documents prouvant notre partenariat commercial. Quel partenariat, Jessica ? Tu as utilisé mon entreprise comme garantie sans mon autorisation. Mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas me dénoncer. Tu as commis une fraude commerciale en utilisant ma réputation. C'est un crime fédéral. Le silence a duré 15 secondes. Oliver, tu as vraiment fait ça ? Tu nous as dénoncés ? Jessica, vous avez essayé de voler 75 000 $ sur mon compte la semaine dernière. Vous avez utilisé mon nom pour obtenir des prêts frauduleux. Vous avez ouvert des comptes offshore à mon nom pour blanchir de l'argent. Je ne vous ai pas dénoncé. Je me suis protégé contre des criminels qui se trouvent être ma famille. 2 heures plus tard, mon père m'a appelé. Sa voix, d'habitude si posée,
tremblait de rage et de panique. « Oliver, des agents fédéraux sont chez moi. Qu'est-ce que tu as fait? »« Papa, j'ai signalé les fraudes que vous avez commises en utilisant mon nom. »« Ce ne sont pas des fraudes. Ce sont des arrangements familiaux. Tu détruis cette famille pour de l'argent. » Les arrangements familiaux n'impliquent pas de falsifier des signatures ou d'ouvrir des comptes bancaires offshore en utilisant les documents d'autres personnes. Mon fils, sa voix prit le ton manipulateur que je connaissais si bien. Tu peux arrêter ça. Dis aux agents qu'il y a eu un malentendu. Que tu as tout autorisé verbalement. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils pensaient encore que j'étais le fils obéissant qui accepterait n'importe quel abus pour préserver la paix familiale. Papa, c'est trop tard. Vous avez dépassé le point de non-retour lorsque vous avez essayé de vider mon compte d'urgence. Oliver, si tu ne mets pas fin à cette enquête, tu ne seras plus jamais le bienvenu dans cette famille. Papa, répondis-je calmement, une famille qui commet des crimes fédéraux en utilisant mon nom n'est pas une famille dont je veux faire partie. À 6 heures du soir, Rebecca m'appela pour me donner des nouvelles. Oliver, ton père a engagé Howard Steinberg, un avocat pénaliste de haut niveau. Cela confirme qu'ils prennent les accusations au sérieux. Et maintenant? Maintenant, nous attendons. L'enquête fédérale prend du temps, mais avec les documents que nous avons fournis, il leur sera presque impossible d'échapper à des accusations formelles. Ce soir-là, j'ai reçu des messages de parents avec lesquels je ne parlais presque jamais, tous avec des variations sur le même thème. J'étais vindicatif, destructeur, ingrat. Comment pouvais-je détruire ma propre famille pour de l'argent? L'ironie était absurde. Ils m'avaient exploité financièrement pendant des années, utilisé mon nom pour commettre des crimes fédéraux, tenté de voler mes économies, et j'étais le méchant parce que je me protégeais légalement. Mais le message le plus révélateur est venu de ma cousine Emma. Oliver, mon père vient de me dire que ton oncle Richard a essayé de t'impliquer dans un stratagème similaire il y a 3 ans. Papa a refusé et a été exclu de la famille pendant 6 mois. Jusqu'à présent, nous pensions qu'il s'agissait d'une simple querelle. Il semble que vous ayez découvert un schéma beaucoup plus vaste. Un schéma beaucoup plus vaste. Ma famille n'était pas seulement composée d'exploiteurs opportunistes. C'étaient des criminels systématiques qui opéraient depuis des décennies, utilisant leurs proches comme garants involontaires de leur stratagème. Le mardi matin, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Agent Rodriguez. Monsieur Kane, nous avons trouvé des preuves que votre famille a utilisé l'identité d'au moins 6 membres de votre famille dans des stratagèmes frauduleux pendant 15 ans. Votre cas était le plus élaboré, mais ce n'était pas le seul. 6 membres de ma famille. 15 ans. Je n'étais pas une exception, j'étais simplement la dernière cible d'une organisation criminelle familiale qui avait détruit plusieurs vies. Quelle est la prochaine étape? Des accusations officielles seront portées vendredi. Fraude électronique, blanchiment d'argent, vol d'identité. Plusieurs chefs d'accusation fédéraux passibles de peines de 10 à 20 ans. J'ai raccroché et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti véritablement en paix. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais, mais du soulagement. Le sentiment d'être enfin libéré de personnes qui m'avaient utilisé comme un outil financier pendant des décennies. Ce que mes parents n'ont pas compris, c'est que lorsque vous bâtissez un empire en utilisant la réputation de quelqu'un d'autre comme fondation, cette personne a le pouvoir de tout détruire d'un simple coup de fil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeudi, veille des accusations officielles, ma mère a fait une dernière tentative de manipulation. Son message vocal était un chef-d'œuvre de chantage émotionnel. Oliver, ton père a des problèmes cardiaques à cause du stress. Jessica est en dépression profonde. Tu peux arrêter ça à tout moment. Dis simplement qu'il y a eu un malentendu. Ne détruis pas ta famille par orgueil. L'orgueil. Comme si se protéger de crimes fédéraux était une question d'ego. Je n'ai pas rappelé. Le vendredi à 9 h du matin, Richard Kane, Diana Kane et Jessica Kane ont été officiellement inculpés de 17 chefs d'accusation fédéraux. Le titre du journal local disait « Une famille influente de Westchester accusée d'une fraude de plusieurs millions de dollars ». La photo montrait mon père escorté hors de chez lui par des agents fédéraux, ses menottes brillant sous le soleil matinal. 29 ans plus tard, j'avais enfin découvert ce que signifiait avoir une famille qui me respectait. Ironiquement, cette famille ne comprenait aucun Kane. 6 mois après les accusations fédérales, le verdict tomba par une matinée ensoleillée d'octobre. Richard Kane, 8 ans de prison fédérale pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Diana Kane, 5 ans pour complicité et usurpation d'identité. Jessica Kane, 3 ans de prison et remboursement de 85 000 $. Le Westchester Journal titrait « La famille Kane condamnée pour une fraude de plusieurs millions de dollars ». Je n'étais pas au tribunal. Je n'avais pas besoin d'y être.
Ce même matin, je signais les derniers documents pour la vente de la maison familiale. 2,5 millions de dollars qui allaient directement servir à dédommager les victimes des fraudes de mes parents. Emma m'avait aidé à mettre en place un fonds de dédommagement pour les proches qui avaient perdu de l'argent au fil des ans. L'ironie était parfaite. La maison qu'ils avaient essayé d'utiliser pour me piéger financièrement était devenue l'instrument de justice pour leurs victimes. Thomas Wright m'a appelé pour me communiquer le rapport final de son enquête. Oliver, nous avons trouvé 17 familles différentes qui ont été lésées par les manœuvres frauduleuses de vos parents. Le fonds de dédommagement couvrira la quasi-totalité des pertes. 17 familles. 15 ans de crimes systématiques. Et je n'avais été que la dernière cible en date. La transformation de ma vie était totale, mais pas comme je l'avais espéré. Je n'ai ressenti aucune satisfaction vengeresse en voyant ma famille être poursuivie en justice. J'ai ressenti un soulagement. Comme si je pouvais enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Mon entreprise a prospéré au-delà de toutes les attentes. Les clients respectaient encore plus mon intégrité après avoir appris que j'avais sacrifié des relations familiales pour protéger mon éthique professionnelle. Ironiquement, le scandale a renforcé ma réputation dans le secteur financier. Léa est devenue ma meilleure amie et ma confidente. Sa famille m'a complètement adopté pendant les fêtes. J'ai découvert que Noël avec des personnes qui souhaitaient sincèrement ma présence était infiniment mieux que des obligations familiales fondées sur l'exploitation financière. Emma et moi avons restructuré notre relation en tant que cousins. Elle m'a confié que d'autres membres de la famille avaient vécu des expériences similaires avec mes parents, mais n'avaient jamais eu le courage d'en parler. Ma décision de les poursuivre en justice a donné une voix à des décennies d'abus financiers silencieux. Le seul message que j'ai reçu de prison est venu de Jessica, 3 mois après le verdict. Oliver, je comprends maintenant ce que tu voulais dire à propos de la famille réelle et de l'exploitation. La thérapie obligatoire ici m'a montré que nous avons passé des années à te traiter comme un distributeur automatique plutôt que comme un frère. Je n'attends pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Pas comme un trophée, mais comme preuve que les gens peuvent changer lorsqu'ils sont enfin confrontés aux conséquences de leurs actes. Le docteur Chen a continué à m'aider à surmonter ma culpabilité familiale résiduelle. Oliver, vous n'avez pas détruit une famille, m'a-t-elle rappelé lors de notre dernière séance. Vous avez dénoncé des criminels qui se faisaient passer pour votre famille. Il y a une différence fondamentale. Elle avait raison. Une vraie famille ne commet pas de crimes fédéraux en utilisant votre nom. Une vraie famille n'essaie pas de vider vos économies sans votre permission. Une vraie famille ne vous exclut pas des célébrations tout en exploitant votre réputation financière. 1 an plus tard, j'ai retrouvé mon père à la sortie de l'audience de libération conditionnelle. Il avait vieilli de 20 ans en 12 mois. Les cheveux complètement gris, le dos voûté, l'air autoritaire de l'homme d'affaires avait complètement disparu. Oliver, a-t-il dit d'une voix rauque. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis venu témoigner que vous représentez toujours un risque financier, ai-je répondu calmement. Le juge devait savoir que les comptes offshore n'ont toujours pas été récupérés. Son visage s'est déformé dans un mélange de colère et de désespoir. Tu nous as vraiment détruits. Père, je me suis protégé contre des criminels. Vous vous êtes détruit vous-même. Il s'éloigna sans un mot. C'était la dernière fois que je parlais à Richard Kane. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai une entreprise florissante, des relations saines basées sur le respect mutuel et une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des décennies. Mon appartement de Tribeca est devenu le lieu de rendez-vous pour les vacances avec ma famille choisie. Des personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur apporter. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la loyauté familiale n'est pas à sens unique. Le véritable amour ne s'accompagne pas d'une facture. Et parfois, pour protéger son intégrité, il faut couper des liens qui devraient être sacrés, mais qui sont devenus toxiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage de découverte de soi et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont choisi le respect de soi plutôt que des obligations familiales toxiques. Laissez un « j'aime » si cette histoire vous a inspiré à établir des limites saines dans votre propre vie. La semaine dernière, j'ai reçu une carte d'anniversaire signée par 17 familles, toutes victimes des manigances de mes parents, désormais indemnisées par le fonds de restitution. Merci d'avoir eu le courage que nous n'avons pas eu, disait l'un des messages. Du courage. Ce n'était pas la vengeance que je recherchais. C'était simplement le courage de dire non à des personnes qui confondaient l'amour familial avec un permis de commettre des crimes. Et ce courage m'a apporté quelque chose que leur argent n'aura jamais pu acheter, une vraie famille.